Bonjour. Pendant le mois d'août, j'ai eu l'envie et la possibilité de partir une semaine en vacances à l'étranger. Et comme ça m'intéressait pas mal de partir dans une capitale européenne, j'ai fait quelques recherches et finalement je suis parti à la découverte de Rome. Du coup, pour ça, en partant de Lille, j'ai dû prendre le bus jusqu'à Bruxelles. Puis à l'aéroport Zaventem, j'ai pris l'avion pour un vol de 2 heures jusqu'à Rome. Ensuite, j'ai pris une navette qui m'a amené de l'aéroport de Rome jusqu'au centre-ville. Et enfin, j'ai marché pour me rendre à mon logement pour la semaine. J'étais donc arrivé à Rome. Mais Rome, qu'est-ce que c'est? Rome est la capitale et la plus grande ville de l'Italie. Jusque-là, pas de soucis. Elle est traversée par le Tibre et est surnommée la ville aux 7 collines, du fait de ces 7 collines. La ville compte environ 2,8 millions d'habitants, auxquels s'ajoutent chaque année plus de 10 millions de touristes, ce qui la place parmi les villes les plus visitées d'Europe, avec notamment Paris et Londres. C'est donc l'une des villes les plus reconnues au monde, avec des monuments et des lieux très iconiques, qui, pour la plupart, remontent à l'Antiquité, période à laquelle la ville a été fondée. Et c'est d'ailleurs avec cette partie de l'histoire de Rome que nous allons commencer notre visite. Pour cette partie, rien de mieux que de commencer par ce qui est considéré comme le berceau de Rome, le Palatin. C'est à cet endroit, qui est l'une des 7 collines de Rome, que Romulus et Rémus auraient été recueillis par la louve, et où Romulus se serait installé par la suite avec les habitants de la ville. Le Palatin accueillit par la suite l'élite de Rome, à savoir les personnes riches et haut placées dans la société. Et on va pas se mentir, ces deux critères étaient souvent étroitement liés. Par la suite s'installèrent des empereurs qui ont construit d'imposantes demeures, et c'est d'ailleurs à partir de ces gigantesques habitations du Palatin que le mot palais tire son origine. Et ensuite, une fois l'Empire disparu, les empereurs ont été remplacés par d'importantes et riches familles. Cependant, le Palatin n'a pas toujours été la propriété des Romains. En effet, avant la fondation de Rome, celui-ci était déjà occupé par certaines communautés, qui profitaient de sa position élevée au-dessus de marais non fertiles. Ainsi, la colline fut autrefois habitée par les Étrusques, et les premiers signes de présence humaine à cet endroit remontent au milieu du Paléolithique, il y a de ça 100 000 ans. Aujourd'hui, on trouve encore de nombreux vestiges de ces différentes époques, non seulement à travers les ruines des bâtiments et places publiques, mais également à travers le paysage et le mont lui-même, qui instaurent une ambiance très ancienne et nous font voyager pour nous plonger au cœur de l'époque romaine, une dizaine de siècles en arrière. À l'époque impériale, le mont Palatin et ses palais étaient desservis par un aqueduc appelé l'Aqua Claudia, dont la construction a été ordonnée par l'empereur Caligula. En se promenant sur le flanc sud du mont, on fait face à d'imposantes arches construites sous l'ordre de l'empereur Septimius Severus afin d'agrandir la surface d'une des résidences impériales de la colline. Ces arches de 20 mètres de hauteur sont un bel exemple de la grandeur de l'architecture romaine. Le Palatin émerveillait les visiteurs par la grandeur de ses demeures, palais et temples, mais également par ses églises, la plus ancienne étant l'église Sant'Anastasia, dont la construction aurait débuté au IVe siècle. Celle-ci fait face au Circus Maximus, le plus vaste et ancien hippodrome de Rome. Entre le XIe et le XIIIe siècle, la famille Frangipane, une ancienne et grande famille romaine, a établi sa suprématie sur le Palatin en construisant une série de forteresses près de vestiges monumentaux. Celles-ci ont été stratégiquement placées aux 4 sommets du Palatin, ce qui permettait aux Frangipanes de contrôler l'accès principal à la colline. Petite anecdote au passage, le marquis Pompeo Frangipani, ancien maréchal de France, inventa un parfum à base d'amandes pour parfumer ses gants, dont son pâtissier se servit plus tard pour parfumer sa crème, nommée alors crème Frangipane. En suivant le circuit de la partie basse du Palatin, on tombe nez à nez avec le célèbre Forum romain, ancien lieu central de la ville. Le Forum avait, à l'époque antique, une importance à la fois historique, religieuse et politique. En pénétrant sur cette place, on est frappé par l'abondance de monuments, plus impressionnants les uns que les autres. En témoigne par exemple l'arc de Septimius Severus, haut de 21 mètres, ou le fameux arc de Titus, plus ancien arc romain. On peut également observer la basilique Julia et ses tabernae, anciens bureaux et quartiers généraux d'entreprises et de commerçants. Cependant, ce qui impressionne le plus, c'est la multitude de temples qui ornent le Forum. Parmi eux le temple de Saturne, roi des Titans, le temple de Concordia, fille de Jupiter et déesse du paganisme, le temple de Castor et Pollux, fils eux aussi de Jupiter, surnommés les Dioscures, ou encore le temple de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, mais également le temple de Vespasien, ancien empereur romain, et le temple de Romulus. Mais attention, il s'agit du fils de l'empereur Maxentius, et non du supposé fondateur de Rome.
Le plus célèbre de ces édifices, c'est peut-être le temple de César, érigé 15 ans après son assassinat. Cependant, le plus titanesque reste sans aucun doute le temple d'Antonin et Faustine, dédié par le Sénat à cette dernière, puis à son mari après sa mort. Finalement, en marchant dans le forum, on a vraiment l'impression d'avoir remonté le temps et d'être immergé en pleine Rome antique. On foule les pavés du Vicus Jugarius, qui longe le temple de Saturne, puis on emprunte la voie sacrée et ses colonnes honorifiques, notamment celle en l'honneur du centurion Phocas, haute de 13 mètres. On passe à côté d'anciennes pierres jonchant le sol, et on aperçoit même d'anciennes plaques servant à diffuser des messages d'ordre public. D'ailleurs, si l'on se concentre bien, on pourrait presque entendre le bruit des charrettes parcourant non sans secousse les routes et allées nous entourant. Enfin, pour les amoureux des panoramas, il est possible de monter sur l'une des cimes du mont Palatin afin d'admirer, en contrebas, des siècles et des siècles d'histoire. Une fois le Palatin gravi et le forum dans notre dos, nous pouvons nous promener dans les hauteurs du mont afin de découvrir des vestiges qui nous étaient auparavant cachés, à commencer par le Nymphée de la pluie, une pièce contenant un bassin dans lequel s'écoule l'eau d'une source. Puis, en continuant notre périple, nous tombons face aux vestiges des jardins du Palatin, détenus auparavant par des empereurs, puis par de riches familles à la suite de la chute de l'Empire romain. Notre visite des jardins nous permet également d'observer les impressionnants vestiges du stade de Domitien, lieu d'organisation de jeux par l'empereur éponyme, ou encore ceux de la Domus Augustana et de l'un de ses bassins, qui était en fait un palais abritant d'anciens empereurs. Et finalement, en terminant notre visite, nous apercevons, pas si éloigné, le mythique Colisée. Et si on s'y rendait ? Ah, le Colisée. Son enceinte mesure 50 mètres de haut pour quasiment 190 mètres de longueur. Avec ces dimensions, ce n'est pas si étonnant qu'il pouvait accueillir jusqu'à 55 000 spectateurs. Cependant, la majestuosité du Colisée est entachée par la cruauté et la violence des jeux qui s'y tenaient. Chasse d'animaux sauvages dans des décors répliquant leur habitat naturel, sacrifices d'hommes, femmes et enfants jetés aux fauves, et bien évidemment les célèbres combats de gladiateurs. Cependant, malgré l'horreur mise en scène dans l'arène, tout était voulu spectaculaire et divertissant. Certaines sources viennent même jusqu'à raconter que des batailles navales étaient parfois organisées au sein du Colisée, dont la partie centrale pouvait être inondée. Cela a cependant été rendu impossible par la construction du niveau inférieur, où les animaux et équipements étaient stockés, et où les artistes et combattants se préparaient. Finalement, les combats de gladiateurs durèrent jusqu'au 5e siècle, tandis que les combats impliquant des animaux sauvages disparurent à la moitié du siècle suivant. Le Colisée servit par la suite de forteresse à la famille Frangipane, et est aujourd'hui l'un des monuments historiques les plus célèbres au monde. Bon, après le trio Palatin, Forum, Colisée, qu'est-ce qui reste de la Rome antique ? Ah, oui, le Panthéon. Alors, pour moi qui est un grand fan de Pokémon, je pensais que le Panthéon était un édifice dans lequel étaient regroupés les noms de personnalités importantes, ou ayant accompli de grandes choses pour la société, pour la ville, pour le pays. Eh bien non. Le Panthéon est en fait un édifice religieux. Situé sur la Piazza della Rotonda, c'était à l'origine un temple dédié à de nombreuses divinités romaines. Construit lors du 1er siècle, son état a été altéré par plusieurs incendies avant qu'il ne soit totalement reconstruit au 2e siècle sous l'ordre de l'empereur Hadrien. Il est par la suite devenu une église aux alentours du 7e siècle et a été utilisé de manière continue jusqu'à aujourd'hui en tant que basilique Sainte-Marie des Martyrs. Grâce à cette utilisation permanente, le Panthéon est le plus grand monument de la Rome antique à être dans un état quasiment intact. Quand on évoque les collines de Rome, on pense très facilement au Mont Palatin. Mais une autre colline qui revient bien souvent, c'est celle du Capitole. Sur celui-ci se trouvait un temple dédié à Jupiter, dieu des dieux, Junon, sa sœur et épouse, reine des dieux et protectrice du mariage, et à Minerve, déesse de la stratégie guerrière. Et si le mot Capitole vous est familier, c'est qu'en fait, chaque cité de l'Empire romain se devait d'avoir son Capitole. Aujourd'hui, l'élément le plus célèbre du Capitole reste sa place, conçue en grande majorité par Michel-Ange lors du XVIe siècle. Et voilà une bonne transition pour enchaîner sur notre seconde partie de la vidéo, qui porte sur la Rome néoclassique et baroque. Alors, ne vous enfuyez pas, vous allez voir, c'est hyper intéressant. En effet, Rome est mondialement connue pour ses vestiges de son époque antique, mais il faut pas oublier que la ville compte de nombreux monuments splendides et lieux magnifiques
qui ont été élaborés entre le XVIIe et le XIXe siècle. Je vous propose ainsi de partir à la découverte de ces lieux en voyageant de manière chronologique. Notre voyage débute dans les jardins de la Villa Borghese. Au début du XVIIe siècle, le cardinal Scipione Borghese décide de se faire construire une villa pour y installer sa collection d'art. Pour agrémenter celle-ci, il fit transformer un vignoble en d'immenses jardins qui devinrent en 1633, après quasiment 30 ans de travaux, le plus grand parc de Rome construit depuis l'Antiquité. Cédé à la ville de Rome en 1903, le parc est depuis ouvert au public et accueille de nombreux visiteurs chaque jour, qui viennent profiter de l'ambiance apaisante que nous offrent les jardins. La Villa Borghese, installée au fond du parc, abrite toujours une impressionnante collection d'art qui attire les curieux à l'intérieur de cet édifice majestueux. Cependant, ce sont les jardins qui ont le plus retenu mon attention. En effet, comme je le disais juste avant, une ambiance très apaisante rayonne du parc. Celle-ci, ainsi que le mélange des monuments romains et du style anglais des jardins actuels, nous donne parfois l'impression d'être hors de Rome et hors du temps. Nous sommes désormais en 1732. Le pape Clément XII choisit le projet de Nicolas Salvi à propos de la construction d'une fontaine en l'honneur de l'aqueduc de l'Aqua Virgo, construit en 19 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, la fontaine accueille chaque jour des milliers de visiteurs qui s'agglutinent afin d'admirer sa splendeur baroque. Vous l'aurez compris, je parle de la fontaine de Trévi. Cette fontaine est en fait une allégorie de l'océan, avec ses statues monumentales représentant Neptune, dieu de la mer et des océans, nichées sur un char en forme de coquillage, tiré par 2 chevaux, eux-mêmes guidés par 2 tritons personnifiant les rugissements de la mer. Nous voici désormais en 1806. Le banquier Giovanni Torlonia commande la construction d'une villa dans le quartier Nomentano. Achevée en 1842, la villa fut louée de 1920 à 1943 par Benito Mussolini, qui en fit sa résidence d'État. Et quand on voit la splendeur du bâtiment, accompagné de sa colonne honorifique et de son obélisque, on comprend pourquoi. En plus de cela, la villa est située au cœur d'un parc paisible, dans lequel se trouvent plusieurs petits musées, des jardins, mais également un ancien temple de Saturne, conservé de manière quasiment irréprochable. Si vous souhaitez de voir de vos propres yeux le Capitole, je vous conseille de vous arrêter quelques minutes sur la Piazza Venezia, qui est juste à côté de celui-ci. En fait, il y a de fortes chances que vous vous arrêtiez de vous-même. Voici le Vittoriano. Construit entre 1885 et 1911, ce grandiose édifice de 140 mètres de large et de 70 mètres de haut, entièrement fait de marbre blanc, célèbre les 50 ans de l'unité italienne. Il porte également le nom de monument à Victor Emmanuel II, premier roi de l'Italie unifiée. Pour celles et ceux qui n'ont pas peur d'affronter ces 120 marches, le parvis de l'église, collé au Vittoriano, offre un point de vue remarquable sur le centre de Rome. Terminons notre voyage dans la Rome néoclassique et baroque par un monument, un bâtiment qui est loin d'être connu mondialement et qui d'ailleurs n'a pas vocation à l'être, mais qui n'en est pas moins splendide que ceux que nous venons de voir. Le palais de justice de Rome n'a rien d'un monument touristique. Cependant, son architecture somptueuse et son envergure titanesque en font un édifice attirant de nombreux regards. Et c'est finalement assez représentatif des 2 aspects de Rome sur lesquels nous nous sommes penchés aujourd'hui. Une ville avec un riche héritage historique, archéologique et architectural, dans laquelle tout ou presque nous paraît démesuré, gigantesque et hors du temps. Pourtant, nous sommes loin d'avoir tout vu. Dans le prochain épisode de notre découverte de Rome, nous nous intéresserons à d'autres aspects de la capitale italienne, aussi bien superbes qu'intrigants. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et la partager à vos amis et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.